Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour cette première vidéo pour parler d'un livre sur lequel je suis tombé assez récemment dessus. Euh, Cet été, en fait, à vrai dire, pendant mes très courtes vacances. Euh, En fait, j'ai vu les pubs passer sur Disney Plus et je me suis dit, ça a l'air sympa, mais j'ai pas trop envie de regarder la série puisque, en général, je trouve que les œuvres littéraires, si c'est des séries qui sont tirées d'œuvres littéraires, les œuvres littéraires sont quand même bien plus intéressantes dans la construction des personnages, le world building en général, les relations qu'ils peuvent entretenir, etc. Il y a toujours beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses intéressantes. Et comme je suis un vrai Yankee et qu'en passant chez mon libraire, j'ai vu les œuvres, je me suis dit, c'est juste magnifique, en fait, il faut que je les achète, il faut que je les lise. On va parler aujourd'hui de James Clavell et de son œuvre, euh, Shogun. Cette œuvre, elle a été publiée en 1975 et c'est le premier des romans asiatiques, de la saga asiatique de James Clavell. Euh, Déjà, avant même de parler de l'histoire, du contexte historique, etc., c'est vrai on a quand même deux œuvres qui sont, pour ma part, je trouve extrêmement belles, qui sont tirées du coup, si je ne dis pas de bêtises, un peu de, de la charte graphique de Disney ⁇ voilà, de la série. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Dans la bibliothèque, ça rend quand même vachement bien côte à côte. Et ouais, on est vraiment sur des œuvres qui sont très qualitatives et que j'aime beaucoup en termes de graphisme. Donc je vais garder juste le premier dans la main parce que sinon ça va être un peu lourd, parce que c'est quand même des beaux bébés, il faut se rendre compte. Et voilà. Donc cette œuvre de James Clavell, elle prend part un peu avant 1600 dans le Japon féodal pour le pitch, qui marquera en fait pour la bataille de Sekigahara. Bon, je suis désolé pour mon japonais, je parle quelques langues, mais pas celle-là, donc voilà. Si jamais je fais des fautes de prononciation, je m'excuse. Et donc qui va marquer la fin de l'ère des Sengoku, Dragon Ball Z, et le début de l'ère Edo. Voilà. C'est la bataille en fait qui va décider du futur du Japon, de toute la question de comment est-ce que le Japon féodal va continuer à progresser dans le futur, est-ce qu'ils vont s'ouvrir un peu plus, est-ce qu'ils vont rester très fermés, ce qui était le cas à l'époque. C'était un pays qui était quand même très renfermé sur lui-même. Bon, c'est encore aujourd'hui un peu le cas aussi, mais bon, en tout cas à l'époque. Ouais. Donc cette histoire, elle va nous raconter l'histoire de deux personnages, bien qu'on va suivre majoritairement un Anglais, donc John Blackthorne, qui dans les faits a vraiment existé sous le nom de William Adams, donc qui était un navigateur anglais, qui selon la légende entre guillemets a été l'un des premiers à poser ses pieds sur le sol japonais. Et puis l'autre personnage principal de l'œuvre que l'on va moins voir en tant que personnage euh, que l'on va moins entendre s'exprimer, mais en tout cas qui va être dans absolument toutes les relations entre les personnages, que ce soit la question politique, la question morale, religieuse, amoureuse, etc. Enfin vraiment toute l'intrigue va tourner autour de lui et sa manière de mener la bataille. Ça va être le daimyo Toranaga, donc de son vrai nom Yesayu Tokugawa. Euh, et donc, comment est-ce que ce personnage-là, ce japonais, va tout mettre en œuvre pour deux personnages insignifiants dans l'histoire japonaise essayer de devenir shogun en fait du Japon. Et donc, bah, cette histoire, elle va être vue à travers les yeux de John Blackthorne et voir comment justement son ennemi, son ami, on ne sait pas trop vraiment, on connaît pas trop on n'arrive pas à déterminer en fait la vraie relation qui unit ces deux personnages. Au départ, ce sont des vrais ennemis, et puis au fur et à mesure, il y a une espèce de relation qui se crée, un peu bipolaire, un peu ouais, très particulière. Et donc, bah, ces deux-là, ils vont devoir cohabiter ensemble, ils vont devoir s'armer de patience et s'allier pour pouvoir lutter contre les autres aspirants au titre de shogun, notamment un. Donc, juste pour faire un peu d'histoire, très rapidement, c'est là que débute l'histoire en fait.
Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, déjà, c'est sympa, merci. On va prendre 5 minutes pour parler du livre en tant que tel, enfin, en tout cas des deux livres en tant que tel. Euh, on va déjà faire pour le premier, sans spoil, et en donnant mon avis. Et ensuite, quand je passerai aux deux, du coup, il y aura un peu de spoil, mais je vous mettrai les timers si jamais vous n'avez pas lu l'œuvre et que ça vous intéresse. Donc si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre déjà si vous avez lu cette œuvre et sinon est-ce qu'elle vous intéresse. C'est vrai qu'on est sur une œuvre qui est quand même emblématique de la littérature anglophone, anglaise en tout cas. Les Anglais et les Européens, pour tout ce qui est description du contexte du livre, sont vraiment dépeints comme des barbares. Des barbares, même j'irais même plus loin, des barbares puants, des barbares ingrats inférieur à la race japonaise. On est vraiment sur cette idée-là. Et Blackthorn, c'est vraiment le seul à tirer son épingle du jeu avec les Japonais. De part, d'un côté, ses connaissances en astronomie, en navigation, mais aussi parce qu'il est le seul à accepter de se soumettre aux règles en place et aux mœurs japonais, en fait, et laisser de côté son identité première, même si au fond de lui, il reste anglais, et voilà, il a ce côté très européen qui est gravé en lui. Et qu'il est surtout toujours très envie de se venger des Japonais, mais qu'il attend toujours le bon moment, il attend, il repousse, il repousse. Mais il comprend en fait que sa seule chance de survivre et de faire survivre un peu son crew, c'est de se rendre utile aux yeux de Toranaga, donc le nom du, du daimyo dans le livre de James Clavell. L'histoire en soi, elle est globalement très facile à comprendre. Bien qu'on se perde un peu avec tous les noms, que ce soit des marins anglais, des noms des daimyo japonais, les noms des villes japonaises, les noms des samouraïs japonais, enfin, c'est vraiment très compliqué. Il y a en tout une vingtaine de personnages qui sont inspirés et tirés de vrais personnages ayant vraiment existé. Donc c'est super intéressant historiquement parlant. Ce que je peux reprocher à cette œuvre, c'est que le rythme, il est relativement lent. Et quand je dis relativement lent, il est très lent. C'est vraiment un calvaire si vous aimez les actions qui vont assez vite, qui se résolvent, les intrigues qui se résolvent assez vite. Vous allez voir sur le livre, vous voyez, bon là on dirait pas, mais c'est quand même, je sais pas si on voit bien, ouais. Il y a quand même pas mal de lectures quoi. On est sur un petit, allez 900 pages à peu près pour ce premier tome. On en a à peu près 900 aussi sur le deuxième. Donc 900 écrits à Septis, c'est une œuvre il faut aimer lire pour pouvoir s'y intéresser. En tout cas, moi, c'est mon avis. Euh, donc c'est lent parce qu'en fait, James Clavell, il va se pencher sur beaucoup de caractéristiques communes au Japon de l'époque, au Japon féodal, notamment le, tout ce qui est les costumes, mais aussi le mode de vie des samouraïs et vraiment cette question notamment très lié au seppuku. Donc le seppuku, c'est comment on appelle ça, le suicide rituel entre guillemets quand la honte, quand quelque chose qui vous fait honte devient trop fort pour pouvoir survivre à cette honte-là dans la société civile de l'époque. Et donc en fait, on va vraiment comprendre tous les enjeux de la société féodale japonaise de l'époque. Et ça rend la chose super intéressante. Malgré ça, j'ai noté du coup 3 étoiles sur 5 sur Babelio. Parce qu'il a des très beaux avantages, notamment justement tout ce côté historique, mais il a de nombreuses faiblesses. Honnêtement, dans le plus, on va dire que j'ai adoré tout le côté découverte des mœurs de l'époque, qui sont vraiment fantastiques à découvrir. C'est super sympa Puis moi, je suis un passionné d'histoire, donc forcément, ça aide pas mal. On comprend aussi un peu la politique japonaise de l'époque, toute cette question vraiment de stratégie militaire, d'alliance, etc. Mais dans les moins, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui traînent en longueur, avec des répétitions de paragraphes notamment, qu'ils auraient pu supprimer. Ça, c'est pas une réécriture, mais une réédition avec une part de réécriture. Il y a des répétitions de paragraphes entiers, des fois on se dit mais en fait ça je l'ai déjà lu, j'ai l'impression que je connais déjà, mais c'est pas une impression, je connais déjà en fait l'histoire. Donc ça aurait pu être supprimé, ça traîne en longueur. Euh, pour moi, c'est un livre qui est intéressant, mais ça reste un livre moyen, entre guillemets. C'est-à-dire que il est pas mauvais, il a une part de fascination qui est très sympathique, mais il manque quelque chose, quoi. Je trouve voilà, il a trop de faiblesses pour que ça soit un 4 étoiles sur 5 où je suis en mode, waouh, c'est très bien et vraiment j'ai kiffé.
J'ai bien aimé, 3 étoiles sur 5, mais sans plus. On va rapidement se pencher sur le deuxième tome. Donc là, attention, il y aura un peu de spoil. Donc si jamais vous avez déjà vu l'œuvre, lu l'œuvre, etc., bah, ça, vous n'allez pas être étonné. Par contre, si vous ne l'avez jamais vu, lu, jamais entendu parler et que vous souhaitez découvrir, je vous conseille de skip jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Donc après avoir passé un tome entier, donc dans le tome 1, à décrypter la société japonaise, à comprendre la détresse, les espoirs de Blackthorn, etc. Et vraiment, on se focusait que là-dessus, hein. On s- À la fin du 1, je me suis dit, putain, trop bien, en fait, on va enfin passer à de l'action, en fait. On va avoir des combats, des intrigues politiques qui vont se résoudre, etc. Ça va vraiment être quelque chose de concret, en fait. On va pouvoir avoir quelque chose de concret à se mettre sous la dent. Et en fait, ma grande déception dans ce deuxième livre, et qui a été encore plus ressentie que sur le premier, parce que le premier, on se dit, bon, ok, il y a des auteurs comme ça, ils build, ils build, ils build, et à un moment, paf, ça explose, tu vois. Et là, je me suis dit, ça va être ça. Donc le 2, bah, il va y avoir 900 pages d'action, ça va être incroyable, ça va être trop bien. Bon, et ben en fait, non. Tout simplement parce que en fait, les intrigues continuent à s'accumuler, elles se résolvent pas forcément, toujours plus politisées, toujours plus moralisatrices, mais il n'y a pas d'action concrète, quoi. Je sais pas, j'ai eu l'impression de rester sur ma faim. Il y a des intrigues où on me disait, ah ouais, là, il va y avoir un climax extraordinaire, puis au final, bon, ça se résout et t'es en mode, ah, bon, ok, d'accord. Bon. Notamment, bah, le point sur la romance. Alors moi, en plus, je suis pas du tout un fan de romance, hein, vous allez vite vous en rendre compte. Les romances dans un roman, pas que ça a tendance à m'emmerder, mais si c'est en très petite dose et que c'est pas l'histoire même, ça va, ça passe. Si c'est vraiment 99% du roman, moi la SFFF, enfin la fantasy romantique qu'on a actuellement, là, moi ça m'intéresse pas du tout. Bon, après chacun ses goûts. Mais voilà, donc là en l'occurrence la romance elle est quand même assez bien abordée dans cette saga en 2 tomes. C'est pas il n'y a pas une omniprésence, mais on sent quand même que c'est assez régulier. Et puis c'est normal en fait, parce que c'est deux civilisations qui se rencontrent et qui se percutent. Et on voit qu'en fait c'est possible de lier un vrai amour autour de ça, même si en l'occurrence Mariko, donc la femme dont il est amoureux, est mariée à un japonais, un samouraï, et que du coup ça va leur poser des problèmes. Malheureusement, bah, sans qu'ils aient pu vraiment profiter de leurs sentiments avant qu'ils aient eu le droit, elle, de divorcer, puis eux de se remarier derrière, eh ben, elle va se faire assassiner, même si en réalité, elle va plutôt choisir de se suicider. Donc c'est un seppuku, alors un peu différent. Je ne vais pas en dire plus au cas où, mais voilà, elle, bon, en tout cas, bah, si je peux le dire quand même, elle se fait exploser, elle choisit de se faire exploser, euh, alors que bon, elle aurait probablement pu survivre et donc l'intrigue aurait pu continuer autour de ça. Mais ça entre dans ce chemin de la honte est trop forte à surpasser. J'ai fait quelque chose que ma société m'interdit totalement de faire, à savoir tromper son mari. Je vais me suicider pour me laver de ce péché et laver cet affront en fait. Euh, Blackthorn, lui, de son côté, donc bon, en plus de se sentir trahi et de se sentir vraiment anéanti par la mort de Mariko, il va vouloir voler le bateau portugais, le navire noir portugais faisant escale en Asie pour piquer toutes ses richesses. Sauf que en rentrant en fait dans son domaine, il va se rendre compte que son navire a été brûlé et qu'en fait il n'a plus aucun moyen de se déplacer, même de rentrer chez lui en Angleterre, etc. Ce qu'il ne sait pas en fait, c'est que son navire il a été détruit par Toranaga, qui veut d'un côté protéger les daimyo chrétiens pour les mettre dans sa poche et obtenir leur soutien contre Ishido, donc qui est l'autre postulant au shogunat, et de l'autre côté empêcher le navigateur de retourner en Angleterre parce qu'il apprécie le fait que Blackthorn donc, soit à ses côtés et il veut juste pas qu'il retourne chez lui en fait. Il dit non, tu restes chez moi. Donc et pour arriver à réaliser cette envie-là, et ben en fait il va massacrer absolument tout l'équipage de John Blackthorn, l'équipage du coup japonais, puisqu'entre-temps John Blackthorn est devenu samouraï. Et oui, oui ça va vite, hein, il y a plein de trucs. Donc voilà, bref. Ishido à la fin, il va finir par se faire capturer. On va pas avoir droit à la scène de bataille. Pas de bol, on attend ça pendant 2 tomes et je crois que la scène de bataille, je ne vous mens pas, hein, elle tient sur 2 pages, sur la 898 et 899e quoi. Et 900 c'est la fin. Bon, donc ça c'était un peu décevant.
Et il va mourir d'une façon absolument horrible, puisqu'en fait, il va être enterré jusqu'au cou, et le nouveau shogun, enfin le futur nouveau shogun, va en fait donner une scie en bois aux villageois du village où il va être enterré, et ils vont lui scier le cou jusqu'au moment où il va mourir 3 jours après. C'est long comme torture, c'est très long. Mais voilà, on n'aura jamais eu le droit en fait à des scènes grandioses. Et moi, c'est ce que je reproche vraiment à cette saga. La thématique qui revient tout le temps, c'est l'honneur japonais, l'honneur du samouraï, le seppuku et le karma. Moi, attention, karma, je crois que karma-né, c'est la phrase que vous allez le plus lire dans les deux romans, dans les deux œuvres. C'est une notion qui est assez peu comprise par les nations européennes et c'est très bien expliqué dans ces tomes, dans ces deux tomes. Mais voilà, moi le souci que j'ai, c'est que c'est un peu trop long, c'est voilà, c'est pas instinctif quoi. Ce qui est sympa à découvrir, c'est le côté très roublard, un peu très, comment on dit, qui contrôle quoi. Déjà, il a un côté très, je parle de Toranaga bien sûr. Sa duplicité est super intéressante à suivre. Le fait que ce soit un noble très fier, qui a des principes, etc. Mais qu'en fait, pour son propre compte et pour son pouvoir personnel, même si tout au long de l'œuvre, il dit non, non, moi je veux pas devenir shogun, je veux juste que la personne qui accède au shogunat soit une bonne personne, bien sûr. Euh, c'est la définition, je pense même, d'un pervers narcissique, hein, clairement, qui pendant tout le long de l'œuvre dit qu'il veut pas de mal à l'empereur et tout. À la fin, tu comprends qu'en fait, s'il peut devenir empereur lui-même, il serait heureux, quoi. Donc il y a un petit goût amer, un petit goût de frustration qui reste quand même en bouche quand on travaille, quand on travaille n'importe quoi, quand on s'intéresse en fait à ce travail et à cette œuvre. Euh, j'ai pas trop aimé le personnage de Yabu pour ma part. Alors je sais qu'il y en a qui adorent. Moi perso, j'aimais pas ce côté, en fait, de toujours aller sur le meilleur cheval entre guillemets. C'est-à-dire que lui, voilà, il fait des sauts à gauche, à droite en fonction des prétendants shogun et en fonction de leur force, de leur faiblesse, etc. J'ai pas trop aimé la duplicité de ce personnage, même si je peux la comprendre. Voilà, la construction du personnage, j'ai pas apprécié. Ce deuxième livre, je lui ai également mis 3 étoiles sur 5. Euh, je sais pas quoi rajouter en fait. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'intrigue principale est quand même superbement menée dans tout le côté politique. Mais les deux romans ont des grosses lacunes qui les rendent très frustrants. Et la lacune principale, c'est justement ce côté, ça traîne en longueur, des intrigues politiques qui sont jamais terminées. Enfin, il y a toujours quelque chose qui, moi, me dérange un peu. Par contre, d'un autre côté, on découvre avec, pour ma part, un vrai émerveillement tout le Japon féodal brutal, sanglant, en proie à la confusion, la sexualité ouverte des Japonais, très à l'encontre de ce qu'était la sexualité pour les Européens. L'opposition entre le Bushido, donc qui est le code d'honneur des Japonais et des samouraïs, et l'apparition des technologies européennes, notamment via l'importation européenne, comme les armes à feu, les relations, les intrigues politiques, etc. C'est super intéressant. Mais pour moi, les répétitions de paragraphes forcés qui n'ont pas été corrigées dans la nouvelle version, la traduction qui est encore un peu bancale, je trouve, même si c'est quand même vachement amélioré, parce que j'avais commencé à lire l'œuvre initiale, et là c'était une catastrophe. Et la multitude de noms japonais, des fois on est perdu en fait, on ne se retrouve pas. Et voilà, et la tempo extrêmement longue du livre, c'est très frustrant. Je pense que sur les deux livres, bah, de toute façon, disons, je leur ai mis 3 sur 5 aux deux, donc ça va être un 3 sur 5. Je vous conseille de les lire si jamais vous vous intéressez à l'histoire du Japon, c'est quand même très intéressant. Si les romans à tempo longue ne vous dérangent pas, c'est aussi une possibilité. Et où vous avez une découverte qui va primer sur l'action, voilà, sur l'histoire, etc. Euh, voilà, moi on m'a fait de très bons retours sur la saison 1 de Disney, du coup, de Shogun. Et au final, eh ben, ils vont sûrement prolonger de 2 saisons, je crois, un truc comme ça. Bon, ça change pas grand chose, mais voilà. Voilà, ça c'était ma petite intervention pour Shogun. Je vous conseille de les lire quand même, c'est des œuvres sympas. Euh, Après, c'est pas la meilleure lecture de l'année, très clairement, que j'ai eu moi de mon côté. Donc, c'est it's up to you. Si le Japon vous intéresse, ça vaut le coup. Voilà,
c'est tout ce que j'ai à dire pour finir. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi je vais la faire. Ce sera peut-être sur Dune. Ce sera peut-être sur des autres tomes. Je crois qu'il y a moyen qu'on s'intéresse à ce livre-là. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, si vous connaissez pas, eh ben, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.